En rentrant, ma mère dit avec un culot incroyable, « Ta maison a payé son voyage de luxe. » Je n'ai fait que sourire. « Qu'est-ce qui te fait rire comme ça ?» cria-t-elle. J'ai répondu, « La maison que tu as vendue faisait partie d'eux. » Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Ton soutien compte énormément pour nous. Si tu trouves cette histoire intéressante, mets un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu viens. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Maintenant, commençons l'histoire. L'air de Guadalajara me frappa au visage. Une caresse chaude et familière, pleine de l'odeur de la terre mouillée et des gaz d'échappement des voitures sur l'avenue Lázaro Cárdenas. Après 6 semaines en Espagne, plongé dans l'élégance froide de l'architecture gothique et le murmure constant de l'espagnol péninsulaire, ce chaos vibrant, c'était comme recommencer à respirer. À 34 ans, en tant qu'architecte spécialisé dans la restauration, j'avais passé le dernier mois et demi à coordonner un projet de réhabilitation dans un vieux palais de Tolède. Un succès total, un accomplissement qui aurait dû me remplir d'une fierté calme et professionnelle. Et c'était le cas. Mais sous cette satisfaction se cachait une émotion plus profonde et plus simple, le besoin de rentrer à la maison. Pas à l'appartement banal que j'avais loué pendant des années, ni à la maison de mes parents qui n'avait jamais vraiment été la mienne. J'aspirais à mon vrai foyer, la vieille maison au cœur du quartier de Santa Terre, celle que mon grand-père Sabino m'avait laissée sur papier et que j'avais ressuscitée de mes propres mains. J'imaginais la fraîcheur du patio central, le son de l'eau dans la fontaine en pierre que j'avais restaurée moi-même, l'odeur des bougainvillées grimpant sur les murs. C'était mon sanctuaire, l'épicentre de mon monde. J'ai pris un taxi et donné au chauffeur l'adresse de mes parents. C'était un arrêt obligé. Je leur avais laissé ma seule clé avant de partir. Pendant que la voiture avançait dans le trafic de l'après-midi, une drôle d'inquiétude s'installa dans mon ventre. Ça avait été difficile de communiquer avec eux pendant le voyage. Ma mère, Griselda, avait toujours une excuse. Elle était occupée. Le réseau était mauvais. Elle me rappellerait plus tard. Mon père, Ramiro, répondait à peine. J'avais mis leur distance sur le compte du ressentiment silencieux qu'ils avaient toujours montré face à mon indépendance. Pour eux, mon succès n'était pas une fierté, mais une sorte d'affront personnel, un rappel que je n'avais pas besoin d'eux comme ma petite sœur, Nidia. Quand le taxi s'arrêta devant leur maison, une construction moderne, sans âme, dans une zone résidentielle banale, je vis la nouvelle voiture de mon père garée à l'entrée, une berline de luxe, brillante et ridiculement chère. Je fronçai les sourcils. Mon père était un comptable à la retraite. Une voiture pareille était largement au-dessus de ses moyens. J'ai sonné et ma mère a ouvert la porte. Son sourire était trop large, ses yeux trop brillants. « Dario, mon fils, quelle surprise! On ne t'attendait pas si tôt. » Elle m'a pris dans ses bras d'un geste raide et rapide. Derrière elle, mon père était debout dans le salon, les mains dans les poches, regardant la télévision éteinte. Il ne s'est même pas tourné. « Bonjour maman. »« Bonjour papa. » Le projet s'est terminé plus tôt que prévu. « Entre, entre. Tu es fatigué. Tu as l'air plus mince, » dit ma mère, sa voix débordant d'une fausse sollicitude. « Ça va, juste un peu épuisé par le vol. Je viens chercher la clé de ma maison. Je veux défaire mes valises et me reposer. » À ce moment-là, l'air de la pièce changea. Le sourire de ma mère se figea une fraction de seconde. Mon père se retourna enfin et, sur son visage, je vis une émotion qui me glaça le sang, la honte la plus pure et la plus abjecte. « Ah, la clé » murmura ma mère en lissant un pli imaginaire sur son chemisier. « À ce sujet, mon fils. Assieds-toi, s'il te plaît. On doit parler. » Mon cœur s'est mis à battre fort. L'inquiétude s'est transformée en une alarme assourdissante. « Je ne veux pas m'asseoir, maman. Je veux juste ma clé. Il y a un problème avec la maison. » Elle soupira, un son théâtral, et s'assit sur le canapé en tapotant le coussin à côté d'elle. Mon père restait debout, comme une statue de sel. « Ton père et moi, nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour la famille. Tu sais que Nidia n'allait pas bien ? Le stress de son travail comme influenceuse l'avait épuisée. Elle avait besoin d'une pause, d'un voyage pour se retrouver. Je la regardais, confus. Et ça a quoi à voir avec ma clé ? Griselda me regarda droit dans les yeux, et pour la première fois, je vis sous son masque de mère inquiète une froide détermination d'acier.
Elle leva le menton comme si elle annonçait un acte de charité. À ce sujet, mon fils. Ta maison a payé le voyage de luxe de ta sœur Nydia. Le monde s'arrêta. Les mots restaient suspendus dans l'air, absurdes et pourtant réels. J'avais du mal à entendre. Quoi? Ma voix n'était qu'un murmure rauque. On l'a vendu, dit-elle, comme si elle parlait de la météo. C'était une bonne offre, tout en liquide. Avec ça, Nydia a pu faire son voyage en Europe et ton père a pu changer de voiture. Il en avait besoin. Je restais debout au milieu du salon, incapable de bouger, incapable de respirer. Chaque mot était un coup physique, un marteau dans ma poitrine. Ma maison, mon sanctuaire, l'héritage de mon grand-père, vendu pour des vacances et une voiture. L'odeur de la trahison était si forte dans cette pièce que je pouvais presque la goûter, amère et métallique comme du sang. Pour comprendre comment une mère peut regarder son fils dans les yeux et lui avouer qu'elle a vendu son âme pour un caprice, il faut comprendre l'écosystème de ma famille. Ce n'était pas un acte isolé, mais l'aboutissement d'une vie entière de favoritisme, une dynamique tellement enracinée qu'elle était devenue l'air qu'on respirait. Ma mémoire est comme un musée personnel, et ses couloirs sont remplis d'expositions qui montrent cette vérité. La première pièce de la collection, la plus ancienne et peut-être la plus fondamentale, je l'appelle le bras cassé. J'avais 7 ans, ma sœur Nydia en avait 5. On jouait dans le jardin de la maison de mes grands-parents. Je grimpais au vieux poivrier pendant que Nydia cueillait ses fleurs violettes dans un panier. « Fais attention, Dario » me criait-elle de sa petite voix aiguë. Moi, je me sentais invincible, le roi de ce petit univers. À un moment d'inattention, une branche sèche céda sous mon pied et je tombai. J'atterris maladroitement, mais sans une égratignure. Le problème fut que Nydia, en entendant le craquement, courut vers moi pour me rattraper et, dans ma chute, mon coude heurta violemment son petit bras. Le bruit de son os qui se brisait fut un craquement sec, écœurant, qui fit taire les oiseaux. Ses pleurs furent un hurlement qui fit accourir toute la famille. Tandis que mon grand-père Sabino la prenait dans ses bras et que mon père démarrait la voiture pour l'emmener à l'hôpital, ma mère, Griselda, se planta devant moi. Je tremblais, les yeux pleins de larmes de panique. Elle ne me serra pas dans ses bras, ne me demanda pas si j'allais bien. Son visage était déformé par la colère. Elle m'attrapa par les épaules, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. « C'est ta faute » siffla-t-elle. Sa voix était un fouet. « Tu fais toujours des bêtises. Tu ne fais jamais attention à elle. Tu dois toujours tout gâcher. » Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi aussi. Griselda, peut-être sans le comprendre totalement, avait forgé une arme psychologique parfaite. Elle avait planté en moi une graine de culpabilité que j'allais arroser soigneusement pendant les 27 années suivantes. L'idée que j'étais responsable du bonheur et du bien-être de Nydia. Que toute souffrance qu'elle vivait était, d'une manière ou d'une autre, mon échec. Et que tout sacrifice de ma part n'était que le paiement d'une dette invisible et éternelle. Avançons dans ce musée. La salle suivante abrite l'exposition des 15 ans. Nydia fêtait ses 15 ans et Griselda avait décidé que l'occasion méritait un événement digne de la royauté. Pendant des mois, la maison avait été un tourbillon de préparatifs, robes de créateurs, une salle de fête luxueuse, un banquet pour 300 personnes, un groupe de musique célèbre. Mon père, Ramiro, murmurait ses inquiétudes. Griselda, c'est trop. On ne peut pas payer ça. Elle le faisait taire d'un geste méprisant. Notre fille n'a 15 ans qu'une seule fois. Elle mérite tout. Moi, qui venais juste d'entrer à l'université d'architecture, je voyais les économies de la famille s'évaporer. La fête fut un spectacle d'opulence. Nydia, radieuse dans une robe qui coûtait plus qu'une année de ma scolarité, était le centre de l'univers. Moi, j'ai passé la soirée dans un coin, me sentant comme un étranger. Un mois plus tard, j'avais besoin d'acheter des traceurs et du matériel pour mon projet final du semestre, une maquette qui allait définir ma note. Le coût était important. Quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère n'a même pas levé les yeux de son magazine. « Ah, Dario, il n'y a plus d'argent. La fête nous a laissés sans rien. Tu vas devoir te débrouiller. » Mon père haussa les épaules, vaincu. Cette nuit-là, je trouvais un travail de veilleur de nuit sur un chantier, passant mes nuits éveillées, étudiant sous la lumière d'une ampoule solitaire, avec l'odeur du ciment frais dans le nez. J'ai réussi avec la meilleure note de ma classe. Quand je l'ai raconté, ma mère a dit « Très bien, mon fils. » Avant de changer de sujet pour parler du nouveau et très cher téléphone portable que Nydia voulait.
Le musée a une aile entière dédiée à mon grand-père Sabino. Il était mon refuge, un ébéniste aux mains calleuses et au cœur noble. Pendant que ma famille tournait autour des drames superficiels de Nydia, mon grand-père et moi partagions un univers de bois, de vernis et de silence complice. Je passais mes week-ends dans son atelier. Il m'apprit à distinguer les veines d'un cèdre de celles d'un chêne, à sentir l'équilibre d'un outil dans la main, à respecter le temps qu'il faut pour que le bois cède et prenne forme. La valeur d'un homme, Dario, me dit-il un jour en passant du papier de verre sur une vieille chaise berçante, ce n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il construit, dans ses mains et dans sa parole. Il voyait mes efforts, célébrait mes bonnes notes, me demandait mes projets, écoutait mes rêves de restaurer les vieilles maisons du centre. C'est lui qui, en me voyant lutter pour payer l'université, me donna de l'argent pour mes livres, en glissant les billets dans ma poche avec un clin d'œil. « Que ta mère ne le sache pas », murmura-t-il. Quand il tomba malade, je passais tous mes après-midi libres à ses côtés. Nydia le visitait 5 minutes, prenait un selfie pour Instagram avec le hashtag FamilyF et repartait faire du shopping. Dans ces derniers jours, quand parler lui coûtait déjà, il me prit la main. Son étreinte était faible, mais ses yeux restaient clairs. « J'ai tout arrangé pour toi, mon garçon », murmura-t-il. « Je t'ai laissé un patrimoine protégé, un fidéicommis, pour que personne ne puisse t'enlever ce qui est à toi, pour que tu construises quelque chose qui dure. » Je n'ai pas tout compris à ce moment-là, mais j'ai hoché la tête, la gorge serrée par la douleur. Sa mort laissa un vide que ma famille ne put jamais combler, parce qu'il n'avait jamais remarqué la place qu'il occupait dans ma vie. À la lecture du testament, il y eut une mention rapide du fidéicommis à mon nom. Mais comme ces termes étaient privés et ne s'activeraient que dans le futur, Griselda et Nydia le rejetèrent comme les lubies d'un vieux. La dernière pièce du musée est la plus douloureuse, la maison. La vieille maison de Santa Terre avait appartenu à la famille du grand-père. Elle était en ruine, abandonnée depuis des décennies. Mais moi, je voyais son âme. Je voyais les hauts plafonds avec des poutres en bois, les mosaïques originales couvertes de poussière, le patio central étouffé par les mauvaises herbes. En utilisant la première partie du fidéicommis, libéré à mes 25 ans, je l'ai acheté à un prix symbolique au reste de la famille qui la considérait comme un fardeau. Pendant les 7 années suivantes, chaque peso que je gagnais, chaque heure libre, chaque goutte de sueur, je les investissais dans cette maison. Je n'ai pas engagé une grande équipe, la plupart des travaux, je les ai faits moi-même. J'ai appris la maçonnerie, la plomberie, l'électricité. J'ai passé des week-ends entiers à poncer la menuiserie d'origine jusqu'à ce que le bois retrouve sa brillance. J'ai découvert et restauré une fresque du 19e siècle, cachée sous des couches de peinture bon marché dans la salle à manger. J'ai transformé le patio en un oasis, avec une fontaine de pierre qui murmurait jour et nuit. Cette maison n'était pas une simple propriété. C'était mon œuvre maîtresse, un dialogue avec mon grand-père, la matérialisation de tout ce qu'il m'avait enseigné. C'était le lieu où, pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement en paix, un lieu qui était indéniablement le mien. Et maintenant, debout dans le salon de mes parents, avec l'écho des mots de ma mère rebondissant sur les murs, toutes ces pièces du musée prenaient un sens terrible et logique. Ce n'étaient pas des incidents isolés. C'étaient les fondations sur lesquelles s'était construite cette trahison finale. Avant de partir pour l'Espagne, j'avais organisé un petit dîner dans ma maison. Je voulais que mes parents et Nydia voient le résultat final de presque une décennie de travail. Je les avais invités avec l'espoir naïf qu'en voyant la beauté que j'avais sauvée des ruines, ils comprendraient peut-être une partie de ce que ça signifiait pour moi. Nydia arriva 1 heure en retard, essoufflée et collée à son téléphone. Elle entra dans le patio, illuminée par la lumière chaude des lampes que j'avais moi-même installées, et sa première réaction fut de froncer le nez. « Va, Dario, cet endroit sent le vieux », dit-elle sans lever les yeux de l'écran. « Mais tu n'as pas pensé à mettre la climatisation centrale ? Je mourais de chaleur ici en été. » Je lui montrai avec fierté la fresque restaurée de la salle à manger, en lui expliquant la technique du fresco et l'histoire qu'elle représentait. Elle y jeta un coup d'œil de 2 secondes. « C'est joli. Et, tu as un bon Wi-Fi ? J'ai besoin de poster une story. » Ma mère, Griselda, parcourait la maison d'un regard critique, comme si elle inspectait une propriété destinée à la démolition. « Tu as dépensé beaucoup d'argent ici, mon fils, et beaucoup de temps. Tu aurais pu acheter un appartement moderne à Providencia, avec sécurité et commodité. Ceci est un puissant fond. Tant de vieilles canalisations, tant de bois, c'est juste l'héritage de ton grand-père. » « Maman, c'est notre histoire, lui répondis-je, ma voix plus faible que je ne le voulais.
Elle haussa les épaules. Ton grand-père était un sentimental. De nos jours, l'histoire ne paie pas les factures. Seul mon père, Ramiro, sembla vraiment impressionné. Il s'arrêta devant l'ancienne bibliothèque en cèdre que j'avais passé des mois à restaurer, pièce par pièce. Il passa sa main sur le bois poli. Ton grand-père serait fier, Dario. Très fier. Ce fut un petit baume, mais il se dissipa vite, car pendant le dîner, toute la conversation tourna autour du prochain projet de Nidia, un voyage en Europe pour créer du contenu et développer sa marque personnelle. C'est un investissement dans mon futur, papa, déclara Nidia avec gravité, comme si elle parlait d'obtenir un doctorat. Bien sûr, ma chérie, tout ce que tu veux, répondit Griselda aussitôt. À la fin de la soirée, quand il partait, je sortis la clé de la maison. C'était une vieille clé en fer que j'avais trouvée dans un tiroir secret du grand-père. Je l'avais polie jusqu'à ce qu'elle brille. Je la tendis à ma mère. Maman. Je te confie la maison pour 6 semaines. Tu n'as pas grand-chose à faire, juste venir une fois par semaine. S'il te plaît, arrose les bougainvilliers du patio. Ils sont très fragiles. Elle prit la clé sans enthousiasme, comme si je lui donnais un fardeau. Elle la fit tomber dans son sac sans même la regarder. Oui, mon fils, ne t'inquiète pas. Toi, concentre-toi sur ton travail et gagne beaucoup d'argent, dit-elle avec un petit sourire qui voulait paraître rassurant, mais qui, avec le recul, ressemblait à celui d'un prédateur. Mon père me fit une étreinte maladroite à la porte. Prends bien soin de toi, mon fils, et ne t'inquiète de rien ici. Je les regardai partir dans leur voiture, et un frisson inexplicable me traversa le dos. J'eus l'impression de venir de remettre le cœur de mon grand-père, le cœur de ma propre vie, à quelqu'un qui ne savait pas distinguer une pierre précieuse d'un morceau de verre. Je me dis que j'étais paranoïaque, que c'était ma famille, après tout. Mais cette nuit-là, en faisant ma valise, je n'arrivais pas à chasser de ma tête l'image de la clé en fer disparaissant dans l'obscurité du sac de ma mère. C'était une prémonition, un présage métallique du vide que j'étais sur le point de découvrir à mon retour. La dernière nuit que je passais dans ma maison, je la passais éveillée, parcourant chaque pièce, touchant les murs, comme si je faisais mes adieux sans le savoir. Le cœur de pierre de ma maison battait en silence, et je ne savais pas que bientôt quelqu'un essaierait de l'arracher. Tolède m'accueillit avec la dignité austère de ses murailles millénaires. Mon travail consistait à diriger la restauration structurelle d'un ancien palais de la Renaissance qui serait transformé en hôtel de luxe. C'était un défi monumental, une danse délicate entre l'ingénierie moderne et le respect des techniques de construction du XVIe siècle. Je me plongeais dans le projet avec une dévotion presque fiévreuse. Les journées étaient un tourbillon de plans, de calculs, de réunions avec des historiens et de discussions avec l'équipe de construction. Les nuits, je retournais dans mon petit appartement loué avec vue sur le fleuve Tage, le corps épuisé mais l'esprit en ébullition. Ce travail était ma passion, mais aussi mon échappatoire. C'était plus facile de me concentrer sur la tension d'une poutre vieille de 600 ans que sur la tension silencieuse que je ressentais chaque fois que je pensais à ma famille. Les 2 premières semaines, mes tentatives de communication furent frustrantes. Maman, c'est Dario. Mon fils, quel plaisir de t'entendre. Écoute, je te rappelle plus tard, je suis sur le point d'entrer dans le supermarché et là-dedans, il n'y a pas de réseau. Elle ne rappelait jamais. Papa, comment va tout le monde? Et la maison? Tout va bien, Dario. Tout va bien. Ta mère y est passée l'autre jour. Écoute, je te laisse, le match commence. On parle plus tard. Clic. Je me disais que c'était le décalage horaire, que leur vie continuait tandis que la mienne était en pause. Je refusais d'admettre la vérité. Ils m'évitaient. La première carte postale arriva un mardi soir, alors que je consultais des rapports. C'était une notification d'Instagram. Nidia avait publié une photo. Ce n'était pas un de ses selfies habituels avec filtre dans un café à la mode de Guadalajara. C'était elle posant devant la tour Eiffel. Elle portait une robe chère, des lunettes de soleil de marque et un sourire éclatant. La légende, mon Paris. L'univers conspire pour ceux qui rêvent grand. #Eurotrip #blessed. Je restais à fixer l'écran, le rapport à moitié lui oublié sur mes genoux. Paris, comment? Son travail d'influenceuse lui suffisait à peine pour payer l'essence de sa voiture, une voiture que, d'ailleurs, j'avais aidé à acheter. Je lui ai envoyé un message, waouh, Paris, comment ça?
Tu vas bien? La réponse a mis 1 heure à arriver. C'est un projet surprise. Je te raconterai. Bisous. 2 jours plus tard, le Colisée de Rome. Nidia, avec une autre tenue impeccable, lançant une pièce dans la fontaine de Trévi. Quand la vie te donne des citrons, vends-les et pars en Italie. #LivingMyBestLife #Wanderlust. La section des commentaires était remplie d'éloges de ses abonnés et de notre cousine Vianney. Ça, reine. Profite, c'est pour ça que ton frère travaille. Ah, je rigole. Je n'ai pas trouvé ça drôle. Ensuite Vincent Thorin, une série de photos d'elle dans une piscine à débordement avec vue sur la caldeira, le ciel bleu et les dômes blancs en arrière-plan. Elle tenait une coupe de champagne. Son petit ami Iker, un type avec plus de muscles que de cerveau, apparut pour la première fois, la tenant par la taille. La légende était presque une moquerie. Il faut travailler dur pour vivre la vie que tu mérites, et moi je mérite tout. Coupe de champagne, #Santorini et #couple Gaulle. C'est cette photo, cette phrase, qui a déclenché la vraie alarme dans ma tête. L'arrogance, le culot, d'où venait l'argent? Ce n'était pas des vacances de routard, c'était des hôtels 5 étoiles, des dîners dans des restaurants exclusifs, des vêtements de marque. L'histoire des sponsors que ma mère m'avait racontée au téléphone me semblait de plus en plus creuse. J'ai appelé ma mère ce soir-là, décidé à obtenir une réponse directe. Maman, je viens de voir les photos de Nidia en Grèce. Tu m'as dit que c'était un voyage de travail. Quel genre de travail paie pour tout ça? Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Je l'entendais respirer en cherchant un mensonge plausible. Ah, mon fils, tu ne comprends pas le monde des influenceurs. On l'a invité. Oui, c'est ça. Une marque de luxe. Il lui paie tout. Quelle marque, maman? Eh bien, une de celles européennes. Je ne me souviens plus du nom. Dis donc, c'est bien que tu appelles. Figure-toi que... Elle changea de sujet brusquement. J'ai raccroché avec une sensation de nausée. Elle me mentait. De façon éhontée. J'ai commencé à vérifier mes comptes bancaires en ligne, le cœur serré, à la recherche d'un retrait suspect. Rien. Tout était en ordre, mais la sensation que quelque chose n'allait terriblement pas me quittait pas. C'était comme être dans une pièce sombre, en sachant qu'il y a un serpent quelque part, sans savoir où. Chaque nouvelle publication de Nidia resserrait les taux de mon angoisse, un sac Prada à Milan, une montre de luxe en Suisse. D'où? La question devint un tambour incessant dans ma tête, un bruit de fond que même la beauté de Tolède n'arrivait pas à faire taire. Et me voilà de nouveau dans le salon de mes parents. L'écho de l'aveu de ma mère vibrait encore dans l'air. La phrase « nous l'avons vendu » se répétait dans mon esprit, perdant et gagnant du sens à chaque répétition. Vous avez vendu ma maison. J'ai réussi à parler, la voix comme un fil brisé. Mon père, Ramiro, bougea enfin. Il fit un pas en avant sans oser me regarder dans les yeux. Sa voix était un murmure de culpabilité. Dario, tu dois comprendre. Nidia était très déprimée. Déprimée, répliquai-je, un rire amer et sans joie m'échappant des lèvres. Je l'ai vue sur Instagram. Elle avait l'air très heureuse sur son yacht à Santorin. Ma mère, Griselda, se leva, prenant son rôle de matriarche offensée. N'ose pas juger ta sœur. Tu ne sais pas ce que c'est, la pression des réseaux, devoir maintenir une image. Elle était au bord de l'effondrement. Le médecin lui a recommandé un voyage. Il a dit qu'elle devait changer d'air, trouver de l'inspiration. Et le médecin a aussi recommandé de financer sa thérapie en vendant ma propriété. Ma voix monta, le choc initial laissant place à une fureur glacée. Il n'y avait pas d'autre option, s'exclama-t-elle, comme si cela justifiait tout. Nous n'avions pas l'argent. Et toi, tu réussis, tu as un bon travail, tu voyages dans le monde. Pour toi, une maison c'est juste des briques. Tu peux en construire une autre. Ta sœur n'a que sa jeunesse. Son moment, c'est maintenant. Chaque mot était une gifle. Réduire mon sanctuaire, le travail de ma vie, l'héritage de mon grand-père à un tas de briques. La facilité avec laquelle elle invalidait mes sentiments, mes efforts, était stupéfiante. Je me tournai vers mon père, cherchant une trace de raison, de remords. Papa, tu étais d'accord avec ça? La maison de grand-père. Il se frotta le visage, geste d'un homme vaincu.
Ta mère a insisté. Elle a dit que c'était pour le bien de Nydia. Et puis, la voiture que j'avais tombait souvent en panne. Ça a réglé plusieurs problèmes. L'aveu était si pathétique, si égoïste, qu'il m'a coupé le souffle. Ma maison, vendue pour un caprice et pour le confort d'une nouvelle voiture. Des problèmes? J'ai failli crier. Vous venez de me créer le plus gros problème de ma vie et vous appelez ça régler des problèmes. Je suis censé vivre où? Tout ce que j'ai est dans cette maison. Mes livres, mes plans, mes outils, mes vêtements, toute ma vie. Ma mère fit un geste méprisant de la main. Là, s'il te plaît, ne sois pas si dramatique. On a tout mis en carton. Ils sont à l'entrepôt. Tu peux rester ici quelques jours pendant que tu cherches un appartement. La froideur de sa proposition me frappa plus fort que la trahison elle-même. Il n'y avait pas d'empathie, pas de culpabilité, juste une irritation à peine cachée par mon incommodité. Je ne veux pas rester ici. Je veux la vérité. Comment l'avez-vous vendue? La maison est à mon nom. Vous avez falsifié ma signature? Le visage de mon père devint blanc comme du papier. Ma mère, elle, releva le menton. Nous avions une procuration que tu as signée il y a des années au cas où il t'arriverait quelque chose. Une procuration pour urgence médicale, pas pour vendre mes biens. Ce que vous avez fait est illégal. Ce sont des détails juridiques, Dario, dit-elle d'un ton qui suggérait que j'étais un enfant faisant une crise pour un jouet cassé. L'important, c'est que la famille va bien. Nydia est heureuse, renouvelée. Tu devrais être content pour elle. Ce fut la goutte de trop, l'inversion totale de la réalité, l'audace de se présenter comme des bienfaiteurs et de me peindre, moi, en égoïste. Je me tournai, incapable de supporter leur visage une seconde de plus. Ça ne va pas en rester là, dis-je, la voix tremblante de rage contenue. Je marchai vers la porte. Mon père tenta de dire quelque chose. Fils, attends. Mais je n'ai pas attendu. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans la rue, laissant derrière moi la maison avec la voiture neuve dans l'allée et l'odeur de la trahison flottant dans l'air. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je m'éloignais des deux personnes qui m'avaient donné la vie et qui, en un seul acte, me l'avaient brisée. J'ai marché sans but dans les rues de leur quartier, le soleil de l'après-midi me tapant sur la nuque. Le monde autour de moi semblait irréel, les sons étouffés, les couleurs délavées. Mon esprit était un chaos d'incrédulité et de colère. J'ai sorti mon téléphone, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine composer. Il n'y avait qu'une personne au monde que je pouvais appeler. Ma grand-tante Ophélia, la petite sœur de mon grand-père Sabino, vivait dans une petite maison au centre de Tlakpak. À presque 80 ans, elle avait l'esprit plus aiguisé qu'une lame et un caractère forgé dans l'acier. Elle était la matriarche non officielle de la famille, la seule personne que ma mère, Griselda, respectait avec crainte. Allô? Sa voix sonna dans l'écouteur, claire et forte. Tante, c'est Dario. Il y eut une pause. Elle savait lire les émotions dans le ton d'une voix comme un expert lit une carte. Qu'est-ce qu'il se passe, mon fils? Tu n'as pas l'air bien. Tu es déjà rentré? Oui, je viens d'arriver. Tante, je peux venir te voir? J'ai besoin de parler à quelqu'un. N'en dis pas plus. Viens. Je mets le café. 1 heure plus tard, j'étais assis dans sa cuisine, une pièce chaleureuse qui sentait la cannelle et la nostalgie. Les murs étaient couverts de photos de famille en noir et blanc. Sur beaucoup d'entre elles, mon grand-père apparaissait, jeune et souriant. Tante Ophélia me servit une tasse de café de pot dans un petit gobelet en terre cuite et s'assit en face de moi, ses yeux sombres et perçants fixés sur mon visage. Alors, Dario, dis-moi tout. Qu'est-ce que ta mère t'a encore fait? Et j'ai tout déballé. Avec la voix d'abord hachée, puis en un flot impossible à arrêter, je lui ai tout raconté. Le voyage, les photos de Nydia, mon arrivée chez mes parents, la voiture neuve, l'aveu. Je lui ai raconté comment ils avaient appelé mon chef-d'œuvre un tas de briques, comment ils avaient justifié leur crime comme un acte d'amour pour ma sœur. Pendant que je parlais, le visage de ma tante Ophélia passa de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à une colère froide et contenue. Elle ne m'interrompit pas. Elle me laissa vider tout le venin. Quand j'eus fini, je restai en silence, le regard perdu dans la vapeur qui s'élevait de ma tasse. Elle frappa la table avec la paume de la main, d'un coup sec qui me fit sursauter. « Quelle Griselda » s'exclama-t-elle, sa voix vibrant d'indignation.
J'ai toujours su qu'elle était égoïste et manipulatrice, mais ça dépasse toutes les limites. Et vendre la maison de Sabino, c'est comme si elle avait craché sur sa tombe. Sa colère était étrangement réconfortante. C'était la validation dont j'avais désespérément besoin, la confirmation que je n'étais pas fou, que ma douleur était réelle et justifiée. Je ne sais pas quoi faire, tante, avouai-je, me sentant comme un enfant perdu. Ils disent qu'ils ont utilisé une procuration. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose. Elle se leva et marcha vers un vieux coffre en bois dans un coin de la cuisine. Elle l'ouvrit et se mit à fouiller parmi des papiers et des souvenirs. Ton grand-père n'était pas idiot, Dario. Il connaissait ta mère mieux que personne. Il savait de quoi elle était capable. Il savait comment elle mettait toujours Nydia sur un piédestal et te traitait, toi, comme la bête de somme. Elle sortit une enveloppe jaunie et la posa sur la table. Avant de mourir, Sabino m'a fait jurer de te donner ça si un jour ta famille essayait de te rouler. Il m'a dit, Ophélia, j'ai mis un cadenas sur l'héritage pour protéger Dario. Un cadenas très, très solide. Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une carte de visite. Voici le licencié Beltran. C'était l'avocat de ton grand-père et c'est l'exécuteur de son fidéicommis. Ton grand-père lui faisait une confiance totale. Il m'a dit que Beltran avait des instructions très précises. Mon cœur fit un bond. Le fidéicommis. Je l'avais presque complètement oublié. Va le voir dès demain, ordonna ma tante, ses yeux brillant d'une lueur combative. Ne dis rien à tes parents. Ne leur dis rien. Va, écoute-le et découvre quel genre de cadenas ton grand-père a laissé. Sabino t'aimait plus que tout au monde, Dario. Et je t'assure qu'il n'allait laisser personne, pas même ta propre mère, détruire l'avenir qu'il voulait pour toi. Je pris la carte. Le carton épais et de bonne qualité me parut solide et réel dans ma main tremblante. Pour la première fois depuis que j'étais descendu de cet avion, une petite flamme d'espoir commença à brûler dans l'obscurité de mon désespoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que mon grand-père, même depuis la tombe, veillait encore sur moi. Le cabinet du licencié Beltran se trouvait dans un bâtiment historique du centre de Guadalajara. Un de ces lieux avec des sols en marbre usé et un écho solennel qui semblait absorber les soucis du monde extérieur. Beltran lui-même était un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés impeccablement peignés en arrière et aux yeux gris qui semblaient tout analyser avec un calme imperturbable. Il m'accueillit d'une poignée de main ferme et m'invita à m'asseoir dans un fauteuil en cuir, en face de son bureau en acajou. Votre tante Ophélia m'a appelé. Elle m'a dit que vous viendriez et que l'affaire était urgente, dit-il. Sa voix était grave et mesurée. Je regrette que nous fassions connaissance dans ces circonstances, Dario. J'avais une énorme estime et un grand respect pour votre grand-père. Je racontais l'histoire pour la 3e fois en moins de 24 heures, mais cette fois, je la narrais avec un détachement presque clinique, me concentrant sur les faits, pas sur les émotions. Pendant que je parlais, le licencié Beltran ne montra aucune réaction. Il écoutait simplement, les mains jointes sur son bureau, hochant parfois la tête. Quand j'eus fini, il resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre vers le dôme de la cathédrale. Votre grand-père, dit-il finalement en reposant son regard sur moi, était un homme brillant, pas seulement comme artisan, mais comme stratège. Il a prévu ce scénario. Pas les détails exacts, bien sûr, mais la possibilité que la cupidité et le favoritisme de votre mère puissent la pousser à prendre des décisions imprudentes. Il se leva et se dirigea vers un imposant coffre-fort encastré dans le mur. Il l'ouvrit et en sortit un épais dossier relié en cuir. Sur la couverture, en lettres dorées, on lisait « Fidéicommis Sabino Monte ». Il revint à son bureau et l'ouvrit. Je vais vous expliquer les termes pour qu'il n'y ait aucun doute. Votre grand-père a établi ce fidéicommis pour administrer ses biens après sa mort. Le bien principal, bien sûr, est la grande maison de Santa Terre, ainsi qu'un portefeuille d'investissement considérable. Il tourna quelques pages. Le fidéicommis stipule que vous, Dario Monte, êtes le fidéicommissaire principal, le gardien du patrimoine. Vous avez le droit d'utiliser et de profiter de la maison toute votre vie. La clause qui vous a permis d'utiliser des fonds pour la restauration en est la preuve. J'acquiesçai, le cœur tendu par l'anticipation. Le fidéicommis a aussi 3 bénéficiaires secondaires, votre mère, Griselda, votre père, Ramiro, et votre sœur, Nydia. Le document dit qu'à vos 35 ans, ou en cas de votre décès ce qui arrivera en premier et le reste du patrimoine liquide serait distribué. Il fit une pause, me regardant par-dessus ses lunettes.
À votre mère, Griselda, et à votre sœur, Nydia, il revenait 10 millions de pesos chacune. Le chiffre me coupa le souffle. 20 millions de pesos. Une fortune. À votre père, Ramiro, il revenait 5 millions. Le reste du capital et la pleine propriété de la maison vous reviendrait, à vous, sans condition. J'avalai ma salive. Alors, ma mère a vendu ma maison pour un voyage, sans savoir qu'en le faisant elle mettait en danger 20 millions de pesos. Le licencié Beltrán sourit pour la première fois, un sourire fin, presque imperceptible. Ah, mais c'est là que réside le génie de votre grand-père. Votre mère n'a pas mis l'héritage en danger, elle l'a annulé. Il chercha une page précise dans le document et tourna le dossier vers moi. Il pointa du doigt un paragraphe surligné en jaune. Ceci, Dario, c'est ce que votre grand-père appelait la clause de fer. Lisez-la, s'il vous plaît. Je me penchai et lus le texte, rédigé dans un langage juridique dense mais sans équivoque. Il est stipulé que tout bénéficiaire qui, de manière dolosive, frauduleuse, ou sans le consentement explicite et écrit du fidéicommissaire, tente d'aliéner, de détériorer, d'hypothéquer ou de s'approprier l'un des biens contenus dans ce fidéicommis, perdra de manière immédiate, automatique et irrévocable la totalité de ses droits en tant que bénéficiaire. La part qui lui revenait sera transférée intégralement au fidéicommissaire principal. Je levai les yeux, stupéfait. Les implications de cette clause étaient sismiques. Ça signifie ce que je pense que ça signifie? Cela signifie, dit le licencié Beltrán, sa voix résonnant avec le poids de la loi, qu'au moment où votre mère et votre père ont signé ce contrat de vente frauduleux, et où votre sœur a accepté les bénéfices de ladite vente, tous trois ont activé la clause de fer. Cela signifie qu'ils ont légalement perdu jusqu'au dernier centime de leur héritage et que ces 25 millions de pesos, Dario, vous appartiennent désormais. Je me renfonçai dans le fauteuil en cuir, ayant l'impression que le sol s'était ouvert sous mes pieds, mais au lieu de tomber dans le vide, je me tenais sur un terrain nouveau et solide. Le cadenas de mon grand-père n'était pas seulement solide, il était indestructible. Si cette histoire te plaît, je t'apprécierais beaucoup de mettre un like à la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire en disant depuis quelle ville tu nous regardes. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de personnes. Merci beaucoup pour ton soutien. Je sortis du cabinet du licencié Beltrán en me sentant comme un autre homme. La rage et le désespoir n'avaient pas disparu, mais ils étaient maintenant canalisés, guidés par un but clair. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer ma maison, mais de faire respecter la dernière volonté de mon grand-père et de donner une leçon que ma famille, de toute évidence, avait besoin d'apprendre de la manière la plus dure. Mon premier pas, conseillé par Beltrán, fut de contacter le couple qui avait acheté ma maison. Leur nom figurait dans les documents que l'avocat avait déjà obtenus grâce à ses contacts au registre public. Ils s'appelaient Carlos et Laura, un jeune couple de médecins qui venait de s'installer à Guadalajara. Je les ai appelés, avec la voix la plus calme que je pouvais, je leur ai expliqué qui j'étais et que j'avais besoin de leur parler d'urgence au sujet de la propriété qu'ils venaient d'acheter. Ils étaient nerveux, mais ils acceptèrent de me voir dans un café près de leur hôpital. Quand ils arrivèrent, leur anxiété était palpable. Je leur racontai toute l'histoire depuis le début. Pendant que je parlais, leurs visages passèrent de la confusion à l'horreur. « Je n'arrive pas à y croire, » dit Laura en se couvrant la bouche de la main. « Tes parents avaient l'air si normaux. Ils nous ont dit que tu étais parti vivre en Europe pour toujours, que tu voulais vendre vite pour commencer une nouvelle vie là-bas. Et ils nous ont pressés de payer en liquide, ajouta Carlos en fronçant les sourcils. Et ils ont dit que c'était pour éviter les impôts et les démarches bancaires. Maintenant je comprends pourquoi ils voulaient que l'argent soit impossible à tracer. Ils étaient des victimes tout comme moi, trompés et manipulés. J'ai besoin de votre aide, leur dis-je. J'ai besoin d'une copie de tous les documents que vous avez signés, surtout le contrat de vente et toute pièce d'identité qu'ils vous ont montré. Bien sûr, dit Carlos sans hésiter. Nous sommes plongés là-dedans jusqu'au cou. Si cette vente est frauduleuse, nous avons perdu toutes nos économies. Nous ferons tout ce qu'il faut pour l'annuler. Cet après-midi-là même, ils m'envoyèrent par mail des scans de tout. Le contrat, les pièces d'identité de mes parents et, surtout, l'acte notarié supposé certifier la légalité de la transaction. Le document contenait ma signature falsifiée. Je la fixai pendant plusieurs minutes. C'était une imitation correcte, mais maladroite. Les traits tremblaient là où les miens étaient fermes, les courbes étaient un peu trop prononcées. C'était la signature de quelqu'un qui l'avait copiée, pas écrite. Avec les documents en main,
L'étape suivante était la plus délicate et la plus dangereuse. J'avais besoin de preuves de la conspiration. Beltrand m'avait averti, pour que l'affaire soit incontestable, nous devions démontrer la préméditation. Et pour ça, je devais entrer dans la maison de mes parents. L'idée me donnait la nausée, mais je savais que c'était nécessaire. J'attendis 2 jours, étudiant leurs habitudes que je connaissais par cœur. Le jeudi matin, ils allaient toujours au supermarché puis prendre un petit déjeuner. C'était ma fenêtre d'opportunité. J'utilisais la vieille clé de la porte arrière qu'ils gardaient toujours sous un pot de fleurs, une clé dont je leur avais moi-même dit que c'était une très mauvaise idée de la laisser là. Mon cœur battait à tout rompre quand j'entrais dans la maison silencieuse. J'allais directement au petit bureau de mon père. Son classeur métallique n'était pas fermé à clé. Je commençais à fouiller les dossiers, mes mains moites, impôts, assurance, banque. Et puis je la vis. Une chemise cartonnée couleur manille avec un seul mot écrit à la main, dans l'écriture soignée de ma mère, Dario. Je retins mon souffle et l'ouvris. Dedans se trouvait le trésor que je cherchais. Pas les originaux, mais des photocopies et des brouillons. Un brouillon du contrat de vente avec des notes dans la marge. Et, encore plus révélateur, plusieurs feuilles de papier où quelqu'un avait pratiqué ma signature encore et encore. Certaines étaient raturées avec rage, d'autres presque identiques. Je reconnus la frustration dans ses traits. Puis je tombai sur un post-it collé à une des copies. L'écriture était celle de ma mère. Iker dit que le notaire est déjà prêt. So et tout. Paiement en cash. Pas de traces. Iker, le petit ami de Nidia. Donc lui aussi était impliqué. Et la mention d'un notaire, avec So et tout, sonnait terriblement louche. Je pris des photos de chaque document avec mon téléphone, m'assurant que chaque détail soit net. Je remis la chemise à sa place, refermai le classeur et sortis de la maison sans faire le moindre bruit. Il me fallait maintenant enquêter sur ce notaire. L'acte mentionnait un certain notaire public numéro 114, licencié Armando Saldana. Mon appel suivant fut pour un vieil ami d'université qui travaillait désormais au collège des notaires de Jalisco. Les Rafa, j'ai besoin d'une énorme faveur, et super discrète. Peux-tu vérifier si un notaire nommé Armando Saldana, de la Notaria 114, est dans vos registres? Rafa me demanda d'attendre. Je l'entendis taper au clavier. Puis un silence. Dario. Il n'existe aucune notaria publique numéro 114 à Guadalajara. Et il n'y a aucun Armando Saldana dans notre registre des notaires de l'État, ni actif ni retraité. Ce document est plus faux qu'un billet de 3 pesos. Je raccrochai, la dernière pièce du puzzle s'emboîtant avec un clic sinistre. Ce n'avait pas été seulement une fraude familiale. Ils avaient comploté avec le petit ami de ma sœur pour falsifier des documents publics et créer un notaire fantôme. Ils avaient élevé leur trahison à un niveau criminel que je n'aurais jamais imaginé. J'envoyais toutes les preuves au licencié Beltrand, la signature falsifiée, les feuilles d'entraînement, la note de ma mère, la confirmation que le notaire était inventé. Sa réponse fut un mail court et tranchant. Nous avons tout ce qu'il faut. Le fraude est totale et la conspiration est évidente. Maintenant, Dario, la question est, comment veux-tu procéder? Je connaissais la réponse. Je ne voulais pas qu'ils la prennent par une froide notification judiciaire. Je voulais que la vérité explose en plein dans leur visage. Je voulais voir leur regard quand leur monde de mensonges s'écroulerait autour d'eux. Il me fallait un scénario. Et comme si le destin avait un sens de l'humour cruel, ma mère allait me le fournir. 2 jours après avoir envoyé les preuves à Beltrand, mon téléphone sonna. C'était ma mère. Sa voix était mielleuse, un ton que je ne lui avais pas entendu utiliser avec moi depuis des années. Dario, mon chéri, comment vas-tu? Nous n'avons pas eu de nouvelles de toi. Nous étions inquiets. L'hypocrisie était si épaisse que je pouvais presque la toucher. Je jouais mon rôle. J'ai été occupé, maman. Je réglais quelques affaires. Eh bien, je t'appelle avec une nouvelle merveilleuse qui va sûrement te réjouir. Nidia est rentrée de son voyage et elle marqua une pause dramatique, fiancée. Iker lui a demandé sa main à Paris, sous la tour Eiffel. N'est-ce pas romantique? Eh bien, quelle surprise, répondis-je, ma voix plate comme une planche. Oui, nous sommes tous très excités. Et pour fêter ça, nous allons organiser un dîner de famille ce samedi au Alcalde, ton restaurant préféré. Je veux que tu viennes.
c'est important que nous soyons tous ensemble, pour que Nidia voie qu'elle a le soutien de son frère, pour que nous fassions la paix et laissions derrière nous tout malentendu. Un malentendu. C'est ainsi qu'elle appelait la destruction de ma vie. Mais dans son offre, je vis l'opportunité parfaite. Le scénario dont j'avais besoin, servi sur un plateau d'argent, un restaurant de luxe, toute la famille présente, une ambiance de fête qui rendrait la chute encore plus dure. Bien sûr, maman, ça me paraît une excellente idée, dis-je en injectant une pointe de chaleur fausse dans ma voix. En fait, j'aimerais amener quelques invités, si ça ne te dérange pas. Ah oui? Qui ça? Son ton devint légèrement méfiant. Ma tante Ophélia, bien sûr, et un vieil ami de la famille, un conseiller financier qui m'aide à organiser mes nouvelles finances. Il s'appelle licencié Beltran. Il y eut une pause. Le nom ne signifiait rien pour elle. Exactement comme je l'espérais. Bon, si c'est important pour toi, d'accord. Alors, on se voit samedi à 20h. J'y serai, maman. Et ne t'inquiète pas, j'ai aussi préparé un petit cadeau de fiançailles pour Nidia et Iker. Quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Oh, quel détail, mon fils. Je savais que tu reviendrais à la raison. Elle raccrocha, sans doute satisfaite de son pouvoir de manipulation. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait d'envoyer les invitations pour sa propre exécution. J'appelai immédiatement le licencié Beltran. Licencié, nous avons un dîner samedi et vous êtes mon invité d'honneur. Je lui expliquai le plan. Il écouta en silence. Quand j'eus terminé, il y eut une pause. C'est une stratégie audacieuse, Dario, très théâtrale. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Complètement, répondis-je, ma voix ferme. Eux ont choisi le crime. Moi je choisis la scène pour le verdict. D'accord. J'y serai. Je préparerai un résumé exécutif du dossier et des copies de la clause de fer pour tous les invités. Mon appel suivant fut pour ma tante Ophélia. Je lui racontai le plan et sa réaction fut un rire rauque et satisfait. Je savais que tu avais le sang de ton grand-père. Bien sûr que je viens. Je veux voir la tête de Griselda quand son château de cartes s'écroulera. J'apporterai mon plus beau châle. Les jours suivants, je les passai à préparer ma présentation. Je créai une série de diapositives simples mais dévastatrices sur mon ordinateur. Je n'avais pas besoin d'effets spéciaux. Les faits, à eux seuls, étaient une bombe atomique. Je me sentais étrangement calme, comme le calme qui précède la tempête. Il n'y avait plus de colère, seulement une détermination glaciale. J'allais récupérer ma maison, honorer mon grand-père et montrer à ma famille le véritable prix de leurs actions. Le dîner de samedi ne serait pas une célébration. Ce serait un jugement. Le restaurant Alcalde bruissait du murmure sophistiqué de l'élite Tapatia. On nous installa dans un salon privé avec une longue table en parota. L'ambiance était à la célébration forcée. Nidia, bronzée et vêtue d'une tenue qui coûtait probablement plus que ma première voiture, n'arrêtait pas d'exhiber sa bague de fiançailles, un diamant ostentatoire. Iker, à ses côtés, souriait avec la vacuité d'un mannequin. Ma mère, Griselda, était l'hôte parfaite, se déplaçant entre les invités, son rire tintant faussement. Mon père, Ramiro, ressemblait à une ombre, un verre de vin à la main qu'il ne cessait de remplir. Ma tante Ophélia, le licencié Beltran et moi arrivâmes ensemble. La présence de Beltran, avec son costume impeccable et son air d'autorité silencieuse, déconcerta visiblement ma mère. Dario, chéri, c'est ton conseiller, demanda-t-elle en le détaillant de haut en bas. Le meilleur du pays, maman, répondis-je avec un sourire. Ils s'assirent à côté de moi. Ma cousine Vianney, la principale, singe volant, de Nidia, ne tarda pas à commencer. Cousin, c'est bien que ta crise soit passée. Franchement, avec la belle vie que tu mènes, faire un drame pour une vieille maisonnette. Je l'ignorais. Mon attention était sur mon ordinateur portable, discrètement posé à côté de moi. Le restaurant avait un projecteur et un écran utilisés pour des événements d'entreprise. J'avais appelé avant pour m'assurer qu'il serait disponible. Le dîner se déroula entre anecdotes creuses du voyage de Nidia et plans grandioses pour son mariage. Iker parlait d'une cérémonie sur la plage, d'un banquet pour 500 invités. Griselda semblait gonflée de fierté. À un moment, ma mère leva son verre. Je veux porter un toast. Pour ma fille Nidia et son futur mari Iker, et aussi pour la famille, parce qu'au bout du compte,
malgré les petits malentendus, nous nous soutenons toujours. Et je veux remercier Dario de l'avoir compris et d'être ici pour célébrer avec nous. Tous levèrent leur verre. Moi aussi, mais je ne bus pas. Après le plat principal, Griselda reprit la parole. Maintenant, avant le dessert, Dario m'a dit qu'il avait un petit cadeau de fiançailles. Fils, pourquoi ne nous le montres-tu pas? C'était mon signal. Je me levai. Tous les regards se posèrent sur moi. Merci, maman. En effet, j'ai un cadeau, mais plus qu'un objet, c'est une présentation, un petit hommage à la famille et à l'héritage. Je branchai mon ordinateur au projecteur. L'écran blanc prit vie. La première diapositive montrait une photo de mon grand-père Sabino souriant dans son atelier. Tout commence avec lui, dis-je, ma voix résonnant dans le salon soudain silencieux. Un homme de parole et d'honneur. La diapositive suivante était une belle photo de ma maison avec le soleil de l'après-midi illuminant le patio. Voilà son héritage, l'endroit où j'ai versé mon travail, mes économies et mon âme. Un lieu qui, comme vous le savez, a été vendu récemment pour financer un voyage. Je vis ma mère et Nidia échanger un regard gêné. La tension commença à monter. La vente, m'a-t-on dit, était parfaitement légale grâce à une procuration et à ma signature sur le contrat. Diapositive suivante. Elle montrait ma vraie signature, scannée de mon passeport, à côté de la signature du contrat de vente. Les différences, quoique subtiles, étaient évidentes sous l'œil du projecteur. En tant qu'architecte, ma signature est ma marque, et je peux vous dire avec une certitude absolue que celle-ci, je pointais la signature falsifiée, n'est pas la mienne. Un murmure parcourut la table. Mais ne vous inquiétez pas, continuai-je, la voix glaciale. La transaction a été validée par un notaire, un certain licencié Armando Saldana de la Notariat Public 114. Diapositive suivante. Elle montrait une capture d'écran du registre officiel du Collège des notaires de Jalisco, aucun résultat trouvé pour Armando Saldana. Et une autre disant, la Notariat Public 114 n'existe pas dans cet état. Le visage d'Iker perdit toute sa couleur. Nidia le regarda, terrifiée. Il semble que le notaire soit un fantôme, mais qui se chargerait de créer un fantôme? Diapositive suivante. Une image figée d'une caméra de sécurité. Iker, reconnaissable entre mille, sortant d'une imprimerie du centre avec une enveloppe à la main, et à côté un bon de commande de l'imprimerie pour un sceau notarial, design personnalisé. Il s'avère que le fiancé de ma sœur n'est pas seulement influenceur, c'est aussi un artiste de la falsification. Le chaos était sur le point d'éclater. Griselda se leva, livide. Dario, ça suffit. C'est quoi ce cirque? Je n'ai pas fini, maman. C'est mon cadeau. Souviens-toi. Tu vois, toute cette petite conspiration criminelle a une conséquence inattendue. Et pour l'expliquer, je vais donner la parole à mon conseiller, le licencié Beltran. Le licencié Beltran se leva. Sa présence remplit la salle. D'une voix tranquille mais implacable, il commença à parler. Bonsoir, je suis l'exécuteur du fidéicommis de Monsieur Sabino Monte. La grande maison en question est l'actif principal dudit fidéicommis. La vendre sans le consentement du fidéicommissaire, Monsieur Dario Monte, est un acte de fraude. Il se tourna vers Griselda, Ramiro et Nidia. Mais votre grand-père, dans son infinie sagesse, a inclus une protection, une clause. Il l'appelait la clause de fer. Beltran fit un signe à un serveur, qui distribua des copies de la clause à chaque invité. Là elle stipule, poursuivit Beltran, sa voix tranchant l'air, que tout bénéficiaire qui commet une fraude contre le fidéicommis perd automatiquement son héritage. En totalité. Madame Griselda, vous avez perdu 10 millions de pesos. Mademoiselle Nidia, vous avez également perdu 10 millions de pesos. Monsieur Ramiro, pour votre complicité, vous avez perdu 5, et vous faites face à des poursuites pénales pour fraude, falsification de documents et association de malfaiteurs. La bombe avait explosé. Le silence qui suivit fut absolu, seulement brisé par le bruit d'un verre de vin tombant de la main tremblante de mon père et se brisant au sol. Le son du verre cassé sembla réveiller tout le monde de la transe. Ce qui suivit ne fut pas une discussion, ce fut une implosion. Nidia fut la première à exploser. Elle se leva d'un bond, me pointant du doigt, le visage déformé par la rage. Tu es un menteur, un fichu jaloux. Tu n'as jamais supporté que je sois heureuse. Tu as tout inventé pour me ruiner la vie.
L'inventer, répliquai-je, ma voix calme contrastant avec son hystérie. Les preuves sont à l'écran, Nydia. La caméra ne ment pas. Le collège des notaires ne ment pas. Iker, son fiancé falsificateur, essaya de s'éclipser. Il se leva lentement, marmonnant quelque chose au sujet d'aller aux toilettes, mais le licencié Beltran fit un pas qui lui barra la route. Je vous conseillerais de rester, jeune homme. La police sera très intéressée de vous parler. Iker se laissa retomber sur sa chaise, pâle comme un mort. Griselda. Ma mère se tourna vers moi. Ses yeux n'étaient plus froids, ils brûlaient de la désespérance d'un animal acculé. Ah, comment as-tu pu, chuchota-t-elle d'une voix éraillée. Nous sommes ta famille. Tu m'as donné la vie et ensuite tu as essayé de me la voler, répondis-je sans ciller. Ce fut alors que son masque de matriarche blessé se brisa et révéla le visage de sa véritable motivation. Tu ne comprends rien, cria-t-elle, attirant l'attention des autres tables du restaurant. Tu as ta carrière, ton succès, ta maison. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Le succès de Nydia, c'est mon succès. Ses abonnés, ses voyages, son mariage, c'est tout ce qui me reste. C'est la seule chose qui me fait sentir que je compte. Et maintenant tu veux me l'enlever. Ces paroles, destinées à me blesser, ne m'inspirèrent qu'une profonde et amère pitié. Toute sa vie réduite à vivre à travers la façade de sa fille. Au milieu du chaos, mon père Ramiro, resté immobile et silencieux, se leva. Ses mains tremblaient, son visage était baigné de larmes. Il regarda ma mère, ma sœur, puis moi. Sa voix, quand il parla, n'était qu'un souffle, mais elle résonna dans tout le salon. C'est vrai. Griselda et Nydia se turent, le regardant avec incrédulité. Dario dit la vérité, répéta-t-il, sa voix gagnant un soupçon de force. Je le savais. Je l'ai su tout le temps et je n'ai rien fait. J'ai laissé faire. Ils ont falsifié ta signature, ils ont vendu ta maison et moi je me suis tu. Pardonne-moi, fils, s'il te plaît, pardonne-moi. Sa confession fut la sentence finale. Tout doute qui aurait pu subsister dans l'esprit des autres membres de la famille s'évapora. Ma tante Ophélia, qui avait tout observé avec une expression sombre, se leva et marcha vers Griselda. « Tu as toujours été une vipère, Griselda, dit-elle d'une voix basse mais mortelle. Mais je n'aurais jamais pensé que tu empoisonnerais tes propres enfants. » Sabino doit se retourner dans sa tombe. Elle ôta son rebozo, le laissa tomber sur une chaise et quitta le salon la tête haute. Un par un, les autres oncles et cousins, y compris Vianney, se levèrent en silence et partirent sans oser nous regarder. En quelques minutes, la longue table resta presque vide. Nous ne restions plus que nous, les ruines d'une famille. Griselda s'était effondrée sur sa chaise, sanglotant sans contrôle. Nydia regardait Iker avec une haine pure, comme s'il lui était le seul coupable. Et mon père me regardait avec une expression de supplication et de regret si profonde qu'elle me brisa presque le cœur. Presque. La chute fut aussi rapide et brutale que je l'avais planifiée. Le licencié Beltran, fidèle à sa parole, présenta la plainte civile et la dénonciation pénale dès le lundi matin. Le scandale, au départ confiné à notre cercle familial, devint une affaire légale très réelle. La vente de la maison fut le premier domino à tomber. Avec les preuves irréfutables de fraude et de falsification, un juge l'annula dans une procédure accélérée. Carlos et Laura, le couple de médecins, récupérèrent jusqu'au dernier centime de leur argent. Ils m'appelèrent pour me remercier, soulagé. Un mois après le dîner, le licencié Beltran me remit les clés de ma maison. Y rentrer de nouveau fut une expérience douce amère. Elle était intacte physiquement, mais elle semblait violée, salie par la trahison. Les conséquences pour ma famille furent dévastatrices. La clause de fer était, comme son nom l'indiquait, inflexible. Griselda et Nydia perdirent officiellement tout droit sur les 20 millions de pesos du fidéicommis. Pour éviter la prison à cause des charges criminelles, leur avocat conclut un accord. Elles acceptèrent leur culpabilité en échange d'une liberté conditionnelle. Mais l'accord incluait le paiement d'énormes amendes et une restitution économique pour les dommages et préjudices. Pour couvrir cette dette, elles durent vendre la maison où j'avais grandi, celle du quartier résidentiel sans âme. Elles déménagèrent dans un petit appartement loué, dans une zone bien moins privilégiée. La voiture de luxe de mon père fut saisie. Leur monde d'apparence s'était écroulé. Nydia fut celle qui le vécut le plus mal. Ses fiançailles avec Iker se brisèrent dans un tourbillon d'accusations et de reproches.
Son image d'influenceuse réussie vola en éclats. Quand la nouvelle de la fraude se diffusa, grâce à une cousine éloignée qui n'avait jamais aimé Griselda, elle perdit ses abonnés et les quelques sponsors qu'elle avait. Sans le soutien économique de ses parents et sans héritage, la réalité la frappa comme un train. La dernière fois que j'entendis parler d'elle, ma tante Ophélia me dit qu'elle avait trouvé un travail dans un call center, un emploi anonyme et mal payé. L'univers, apparemment, avait un sens pervers de la justice. Ma mère s'enfonça dans une profonde dépression, refusant de sortir de l'appartement ou de parler à qui que ce soit. Mon père, en revanche, accepta sa punition avec une dignité sombre. Il m'appelait de temps en temps, pas pour demander pardon de nouveau, mais juste pour savoir comment j'allais. Sa voix était toujours chargée d'une tristesse infinie. Les mois passèrent. Peu à peu, je commençai à guérir. Le processus de récupérer ma maison fut aussi un processus de me récupérer moi-même. Je passai des semaines à nettoyer, peindre, lui redonner vie. Je sortis les cartons pleins de poussière de la remise et je remis mes livres sur les étagères, mes plans sur la table de dessin. Chaque objet qui retrouvait sa place était un petit acte de réaffirmation. Le patio fut la dernière chose que je restaurai. Les bougainvilliers que j'avais demandés à ma mère étaient secs, morts. Je les arrachai avec un mélange de tristesse et de colère. À leur place, je plantai des jacarandas. De nouveaux arbres. Un nouveau départ. Un jour, assis dans le patio en train de lire, mon père apparut à la porte. Je ne l'avais pas invité, mais je ne le rejetai pas. Il s'assit à côté de moi en silence pendant un long moment. La tante Ophélia m'a dit que tu ne t'étais pas gardé tout l'argent, dit-il enfin. J'acquiesçai. Je n'en ai pas besoin et ce n'est pas ce que grand-père aurait voulu. Avec une partie considérable de l'héritage qui m'appartenait désormais, j'avais créé la fondation Sabino Monte. Son but, donner des bourses à des étudiants en architecture avec peu de moyens, qui, comme moi, voulaient se spécialiser dans la restauration du patrimoine historique du Mexique. C'était ma façon de transformer la douleur en quelque chose d'utile, d'honorer la mémoire de mon grand-père d'une manière qui dépasse l'argent. Mon père acquiesça lentement, les larmes coulant sur son visage. Il serait si fier de toi, Dario. Moi, je le suis. À ce moment-là, je sus que notre relation, même brisée, pourrait peut-être un jour commencer à cicatriser. Avec ma mère et ma sœur, cependant, il n'y avait pas de retour possible. La confiance, une fois pulvérisée, ne peut pas se reconstruire. Aujourd'hui encore, je m'assieds souvent dans ce patio, sous l'ombre naissante des jacarandas, et je regarde les murs de pierre qui ont résisté au temps et à la trahison. J'ai récupéré ma maison, j'ai récupéré ma vie, j'ai rendu justice à la mémoire de mon grand-père, mais en le faisant, ce qui restait de ma famille s'est brisé pour toujours. Parfois, je regarde une vieille photo de famille, de l'époque où Nydia et moi étions enfants, avant que la jalousie et les mensonges ne détruisent tout. Et je me demande si, en me libérant de cette culpabilité qu'ils m'avaient imposée pendant des décennies, je ne suis pas devenu pour eux le méchant de leur histoire. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour que je puisse continuer à apporter plus de récits comme celui-ci. Si vous appréciez ce récit, cela me ferait très plaisir si vous appuyez sur le bouton y part. Votre soutien signifie énormément pour moi et m'encourage à continuer à chercher des histoires pour vous. Merci beaucoup du fond du cœur.